Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici, un honneur. Je remercie Dr Bourouba et Dr Neili, les organisateurs, de m'avoir invité. C'est un privilège d'être ici et je vais m'excuser d'avance si ma présentation a un goût anglo-saxon, une tonalité anglo-saxonne, mais ça fait un moment que je n'ai pas présenté en français, donc je vais essayer de présenter Hybrid Imaging in Thyroid Cancer Patients, the Nuclear Medicine. Donc l'imagerie hybride dans la prise en charge du cancer de la thyroïde, la clarité en médecine nucléaire. Malheureusement, la médecine nucléaire a été victime les 20-30 dernières années de préjugés où on a dit comme quoi c'était une médecine qui n'était pas claire et fuzzy imaging, des images qui étaient floues. Par contre, la clarité vient de l'information qu'on peut obtenir en médecine nucléaire. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt, no disclosures. Les objectifs, on va essayer de understand thyroid cancer functional molecular imaging. On va essayer de comprendre les techniques PET et SPECT en médecine nucléaire. Understand nuclear medicine techniques as both problem-solving and mainstream tools. La médecine personnalisée. On va essayer de comprendre l'imagerie hybride, la comparer à l'imagerie de fusion et d'autres techniques, et aussi essayer de clarifier un concept de non-clarité en médecine nucléaire. Donc, thyroid cancer, moving on. Comment est-ce qu'on peut évaluer les patients qui sont atteints de thyroid cancer, de cancer de la thyroïde? Ça dépend vraiment de quel angle on regarde un patient. On peut regarder sous différents angles. On peut voir à quelle étape du continuum du diagnostic on est. Si on est au pré-diagnostic, le patient n'a pas été diagnostiqué encore. Dans l'étape post-diagnostic, quel type de tumeur on est en train de scanner? Quelle technique on va utiliser? Bien sûr, la biologie de ces tumeurs qu'on peut évaluer à travers l'imagerie. Et personalized medicine, ou la médecine personnalisée, aussi precision medicine, ou la médecine de précision. Donc, le cancer de la thyroïde, si on regarde dans l'ère pre-diagnosis ou workup, on a une variété de traceurs qu'on peut utiliser, l'iode 123, le technetium avec système ou technetium protected qui est libre, des émetteurs à positons, l'FDG aussi 11-methionine. Aussi dans l'étape post-diagnostic ou l'évaluation d'un patient qui a été diagnostiqué de cancer de la thyroïde. On peut utiliser aussi des radiotraceurs ASPECT, l'iode 123, 131, pertechnetate, sinon des émetteurs à positrons, FDG, FDOPA, gallium-68, DOTA-TAC ou DOTA-LAN, qui sont évaluent les récepteurs à somatostatine. On peut aussi regarder le type de cancer qu'on va scanner. Est-ce que c'est des cancers différenciés, ce qui comporte la majorité des cancers de la thyroïde, à peu près 95%, subdivisé en subtypes de PTC, papillary thyroid cancer, les cancers folliculaires, les cancers Hürthle cell, oxyphiliques, et en plus petite proportion, les cancers qui sont non différenciés, cancer de la médulaire de la thyroïde, MTC, ou medullary thyroid cancer, des cancers anaplasiques. Et d'autres cancers plus rares, les sarcomes, les lymphomes et autres carcinomes qui ne sont pas spécifiés. On peut aussi regarder dans le cancer de la thyroïde, quelle technique va-t-on utiliser? Il faut qu'on optimise les techniques pour le patient. Est-ce qu'on va utiliser des techniques SPECT, SPECT-CT, techniques PET, PET-CT et les différents outils qu'on a à notre disposition clinique? Ensuite, on peut regarder, analyser les cancers de la thyroïde sous un autre œil. On peut regarder l'imagerie comme un biomarker ou un biomarqueur
qui peut nous aider à stratifier le risque des patients, leur pronostic, et aussi guider les décisions thérapeutiques. On peut aussi identifier le phénotype des différentes lésions, comme Dr. Zaidi a mentionné ce matin, il y a une heterogeneity, il y a une hétérogénéité entre différentes lésions chez le même patient. Et même dans la même lésion, une hétérogénéité de récepteurs et de métabolisme du glucose et autres. On peut aussi regarder à la réponse au traitement, le pronostic, et hospice qui est une prise en charge palliative du patient qui est arrivé au bout de sa course. Donc, si on regardait Thyroid Cancer Puzzle, c'est un effort multidisciplinaire qui est composé d'experts en médecine nucléaire, des médecins, des physicists, des techniciens, des infirmières et d'autres. Le patient, il faut qu'on choisisse le bon patient pour la bonne technique et pour le bon traitement, donc traitement personnalisé. Les techniques, il faut choisir la bonne technique pour le bon patient. Ça ne sert à rien d'utiliser une technique à haut coût chez un patient qui a un risque faible. Aussi, il faut impliquer des experts endocrinologues, des experts en chirurgie endocrine. Plusieurs études ont montré que le taux de complication peut doubler ou tripler entre les mains de chirurgiens non experts. Et utiliser personalized radiopharmaceuticals ou des produits radiopharmaceutiques qui sont personnalisés aux patients. Donc si on commençait à regarder le continuum du patient et regarder au pré-diagnostic et au post-diagnostic, on va commencer par parler au pré-diagnostic qui est la prise en charge du malade avant le diagnostic. Donc on a un malade qui se présente chez son généraliste ou chez son médecin traitant parce qu'il a trouvé une bosse, une masse dans son cou, un ganglion qui est un petit peu élargi. Il a palpé un nodule thyroïdien. Certains patients ont des goitres et après une chirurgie pour leur goitre, on trouve qu'ils ont un cancer de la thyroïde. Si certains patients sont soit hypothyroïdes ou hyperthyroïdes, et dans l'évaluation de leur maladie, certains scanners vont trouver fortuitement un nodule thyroïdien. Dans le 21e siècle, on utilise beaucoup l'imagerie dans nos patients. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle d'incidentalomas, ou des trouvailles fortuites, que ce soit sur une échographie du cou qui a été faite pour d'autres raisons, ou un CAT scan ou une IRM qui a été faite pour d'autres raisons, un FDG PET qui a été fait pour la stadification ou le bilan d'extension, d'autres cancers. Certains patients aussi vont avoir un TEC per technetate scan ou un scan à l'iode 123 ou 131. Donc, si on regarde les recommandations de l'ATA, il faut qu'on se concentre sur deux aspects, l'échographie et la classification cytologique Bethesda. On va remarquer qu'il y a plusieurs classifications où le patient peut être placé dans différentes boîtes, mais il n'y a qu'une ou deux boxes où le patient vraiment est à haut risque pour avoir un cancer de la thyroïde qui est significatif. Si on regarde l'échographie de la thyroïde, il y a certains signes qui vont nous dire comme quoi ce patient est à haut risque pour avoir un cancer de la thyroïde, et c'est seulement les findings with high suspicion qui vont être prédictives d'avoir 70-90% de fonction cytologique ou à la chirurgie de trouver un cancer. Si on regarde aussi la classification Bethesda, il y a seulement les cytologies suspicieuses ou malignes qui ont une valeur prédictive élevée. Il y a d'autres types, follicular neoplasm or suspicion for follicular neoplasm, donc les néoplasmes folliculaires,
Les atypies of undetermined significance et les ponctions qui sont non diagnostiques, il faut trouver une solution à ces patients. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Plusieurs auteurs ont regardé la scintigraphie, SystemaB-Scan, qui a prouvé avoir une valeur prédictive négative assez haute. Ça, c'est sur le plan qualitatif, mais la valeur prédictive positive, donc si on a un focus qui est une absorption focale dans la thyroïde d'un nodule froid, la valeur prédictive positive n'est pas élevée. FDG-PET ou le PET avec FDG a la même haute valeur négative, mais pas de valeur positive prédictive. D'autres auteurs ont regardé à des mesures quantitatives, comme le washout index, où la valeur positive prédictive était assez élevée dans les 90%. Si on parlait des thyroid incidentalomas, où le nombre de fixation du FTG qui se projette sur la thyroïde, or focally increased FTG uptake in thyroid gland, sont observés dans à peu près 1 à 4,5% des patients qui reçoivent un PET scan pour d'autres raisons oncologiques ou non oncologiques. Il y a une grande incidence de cancer dans ces patients, à peu près 25 à 50%. Ça, c'est quand on regarde au groupe vaste des patients qui ont des nodules à fixation avec FDG. Plusieurs auteurs ont regardé des mesures quantitatives comme la SUV max et ont trouvé que ce n'est pas vraiment un déterminant pour pouvoir dire si ce nodule, qui a une fixation haute en FDG, va être cancéreux ou non. Quand on a regardé aussi à d'autres mesures quantitatives comme l'écho ou même le CT, et on a montré texture analysis où regarder la texture sur le CT scan, ça a aussi montré que ça n'avait pas de valeur prédictive pour voir si le nodule il va être cancéreux ou non. Donc, la recommandation par l'ATA, c'est que tous les nodules qui ont une fixation élevée en FTG, incidentalomas, devraient recevoir une FNA ou une ponction cytologique. Les incidentalomas ou les trouvailles de fixation focale dans la thyroïde ont été vus aussi dans l'imagerie à somatostatin receptor scintigraphy with PET, mais leur valeur prédictive est très faible. Donc, the AT recommendations, comme j'ai dit, c'est qu'il faut FNA is recommended for those nodules above 1 cm. La fixation diffuse dans la thyroïde est plus souvent bénigne et ne requiert aucun suivi. Pour élucider ces fixations dans la thyroïde incidentalomas, d'autres auteurs ont essayé de voir s'il y avait d'autres traceurs qui pouvaient nous donner plus d'informations. Ils ont utilisé le C11-methionine, qui est aussi utilisé dans l'évaluation des parathyroid adenomas avec fluorocholine. Le standard, c'est d'utiliser le SystemaB-Scan, mais fréquemment, il peut être négatif. Et C11-methionine et fluorocholine peuvent être positifs. Ceci est toujours en cours d'étude et il n'y a pas assez d'informations en ce moment. D'autres auteurs ont regardé à ce qu'on appelle discordant nodule, ou la discordance entre deux scans, so protecnetate scan et l'iode 123, et ont montré que la majorité de ces patients avaient des cytologies bénignes. Donc, en résumé, most nodules are benign. La majorité des nodules thyroïdiens sont bénins, seulement 5% sont cancéreux. La majorité des nodules froids sont bénins aussi. La majorité des nodules hot ou chauds sont bénins aussi, mais il faut prêter attention aux larges nodules qui ont plus de 3 cm et aux caractéristiques aussi qu'on peut trouver
suspicieuses sur l'échographie. Donc, un negative system scan in a cold nodule a une valeur prédictive assez élevée pour la bénignité, mais un positive ou un qualitative system scan in a cold nodule n'a pas une valeur prédictive de malignité très faible. Par contre, si on utilise des mesures quantitatives, on arrive à augmenter la valeur prédictive de malignité. Pareil des thyroid instantilomas qui ont un haut risque de malignité et qu'il faut faire une ponction cytologique. L'intégration multimodal integration in decision making is essential. Il faut utiliser autant de traceurs de techniques et de modalités qu'on peut pour une prise en charge personnalisée du patient. L'écho est toujours un élément essentiel de la prise en charge. C'est un test simple, efficace et pas cher comparé à toutes ces techniques avancées. Donc maintenant, dans le post-diagnostic, on a un patient qui a été diagnostiqué par le cancer de la thyroïde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on décide quel type, est-ce que c'est un cancer différencié ou non différencié, et quel sous-type. Donc on peut voir que il y a une différence d'incidence pour le cancer de la thyroïde entre la femme et l'homme. La majorité des cancers de la thyroïde vont affecter les femmes, sont plus agressifs chez l'homme, comme on vient de dire ça. Number 16 pour les hommes, de tous les cancers qui affectent les hommes, et numéro 5 pour les femmes. Quel est le sous-type des tumeurs? Est-ce qu'il est différencié ou non différencié? Si on regarde aux tumeurs non différenciées, l'American Thyroid Association Guidelines pour cancer anaplastique montre qu'il y a une recommandation forte pour l'FDG-PET. FDG-PET est très utile dans le staging ou certification initiale, dans le follow-up ou la surveillance du patient, et que l'iode radioactif n'a vraiment pas de rôle. On a beaucoup plus d'informations avec l'FDG PET-CT que le CT scan tout seul. Par contre, il faut adapter la technique du PET-CT ou le CT scan, il faut améliorer un petit peu la technique pour avoir un petit peu une mesure diagnostique. La majorité des PET scans, le CT qui est attaché au PET est un low dose CT, donc une dose faible, où la résolution est faible, mais ça ne permet pas d'évaluer les nodules pulmonaires. Donc si on utilise l'FDG PET-CT comme la modalité de référence, il faut adapter sa technique CT. Et même si on ne la rend pas complètement diagnostique, il faut qu'on s'approche d'une valeur diagnostique un petit peu. FDG PET, comme on l'a mentionné aussi, a une valeur pronostique où plus on a une SUV qui est plus élevée, plus le pronostic du patient est grave. On voit que pour les cancers anaplastiques, la sensibilité du FDG PET-CT est beaucoup plus élevée que le CT seul, 99% comparé à 62%. Il faut adapter la technique pour détecter les petits nodules pulmonaires. Le FDG PET est capable de changer la décision médicale dans 50% des patients et aussi donne une évaluation assez précise de la réponse au traitement. Quand on regarde la hétérogénéité de distribution des récepteurs chez les patients, ou multiparametric PET imaging in thyroid malignancy, on a un groupe qui a regardé les patients qui ont DTC, differentiated thyroid cancer, anaplastic thyroid cancer et medullary thyroid cancer, ont trouvé qu'il y a une bonne proportion des cancers différenciés qui n'exhibent pas de somatostatin receptors. Et contrairement des cancers anaplastiques et le cancer médulaire qui exhibent une forte expression de somatostatin receptors. On peut voir ici multiparametric imaging, donc multimodalité, on utilise plusieurs modalités et on compare l'expression chez le même patient avec différents traceurs
l'expression somatostatin receptors avec DOTA-LAN, DOTA-TOC. On voit que même avec la même cible, somatostatin receptors, il y a une sensibilité différente et on doit penser que la cible de ces deux molécules est différente. FDG-PET performs better que les deux autres compounds dans tous les cancers de la thyroïde, que ce soit les cancers différenciés ou non différenciés. Si on passait au cancer médulaire de la thyroïde et on voyait la ATA recommendation, on voit que FDG-PET ou FDOPA ou même Gallium-68 DOTA-LAN ou DOTA-TOC ne sont pas recommandés pour l'évaluation des cancers médulaires de la thyroïde. Pourtant, la littérature n'est pas totalement en agreement. Si vous voyez, plusieurs auteurs ont publié des comparaisons chez des patients qui ont des cancers médulaires de la thyroïde et qui ont une calcitonine supérieure à 100 nanogrammes par ml, où le FDOPA est assez diagnostique et le FDG, et il y a une relation directe avec la survie et la mortalité chez ces patients. On voit aussi l'hétérogénéité des lésions chez le même patient, où il y a certaines lésions qui sont FDG-AVID ou AVID en FDG et qui sont FDOPA negative, qu'on ne voit pas ici, des ganglions des nodules right at the thoracic inlet. Et on voit aussi que même l'intensité de la distribution est différente entre différents radiotraceurs. Si on passait au cancer différencié de la thyroïde, qui comporte la majorité des cancers qu'on voit, le standard of care ou la norme, le standard, c'est d'utiliser l'iode radioactif pour la stadification et la prise en charge de ces malades. SPECT-CT est devenu un standard si on l'utilise en pre-therapy, avant le traitement, ou post-therapy. Et je vais parler du bénéfice d'utiliser ça en pre-therapy avant qu'on traite un patient. FDG-PET a été le standard depuis, je sais pas, une dizaine, vingtaine d'années dans les patients qui ont un scan, whole body iodine scan, qui est négatif et qui ont une thyroglobuline qui est en train d'augmenter, qui est en train de s'élever, et on n'a pas d'explication sur la localisation exacte de la tumeur. Donc, radioiodine negative scans et elevated serum thyroglobulin levels. Et comme Dr. Zerdoud aussi a parlé, des cancers différenciés de la thyroïde qui ont des autoantibodies ou des anticorps à la thyroglobuline ou antithyroglobuline, l'évaluation et la surveillance de ces patients est assez difficile puisque la thyroglobuline en tant que marqueur n'est plus valable. Donc le FDG-PET et les radioiodine scans ont une valeur ajoutée chez ces patients. Donc le standard of care, c'est quoi la norme? Iodine whole body scans with SPECT-CT, donc avec SPECT-CT, du cou et du thorax, et aussi des endroits suspicieux avec fixation de l'iode. FDG-PET-CT est le standard, il est remboursable aux USA dans les patients qui ont un scan à l'iode qui est négatif et qui ont une thyroglobuline qui est en train d'augmenter. Si on passait à évaluer le cancer de la thyroïde, dépendant de la technique qui est utilisée. Donc, ceci est une représentation de ce qu'on appelle une supernova, qui est la mort d'une étoile. Et ça, c'est un gamma ray burst, qui est un burst d'énergie de rayons gamma à haute énergie. Et ceci se passe dans l'univers presque tous les jours. L'analogie, c'est que nous, en médecine nucléaire, on traite avec les rayons gamma tous les jours, sauf qu'ils sont à plus basse énergie. Que ce soit avec l'aspect ou PET, en fin de compte, on ne traite qu'avec des rayons gamma.
médecine nucléaire, c'est l'imagerie qui utilise des radioisotopes, qui est un produit pharmaceutique qui va avoir une cible, le radioisotope qui va nous donner l'image, et la cible, qui peut être une cible sur la surface d'une cellule ou intracytoplasmique. L'intérêt de la médecine nucléaire, c'est que la masse qui est injectée est extrêmement faible comparée aux produits de contraste, que ce soit avec l'IRM, gadolinium DTPA ou OptiRay. On voit une grosse différence. C'est pourquoi il y a très peu de réactions allergiques avec les produits radiopharmaceutiques. C'est aussi pourquoi on appelle les produits pharmaceutiques en médecine nucléaire des tracers, des traceurs, parce qu'ils ont une masse très infime. En radiographie, on émet X-ray beam à travers le patient, donc on transmet rayons X à travers le patient. En médecine nucléaire, c'est le patient qui est la source radioactive et il émet des rayons gamma. En imagerie hybride, on utilise les deux techniques, transmission et emission imaging. La gamma caméra peut faire une rotation de 360 degrés autour du patient et les gamma photons vont être détectés par un cristal scintillant. C'est une représentation du PET scan où on injecte les patients avec des émetteurs de positrons ou positons. Et en fin de compte, on détecte deux gamma photons ou detection of coincidence detection qui vont créer un effet photoélectrique sur les cristals au même moment. Donc, quand on parle de technique, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on va choisir pour notre patient? Est-ce qu'on va choisir le PET ou le SPECT? Est-ce qu'on va choisir coincidence imaging, donc la coïncidence de deux photons, versus single photon detection? On a de meilleures statistiques avec PET, on a de meilleurs algorithmes d'imagerie, de reconstruction d'imagerie. On a une meilleure résolution spatiale et temporelle. Il faut qu'on se pose la question, c'est quoi le standard, c'est quoi la norme? C'est quoi la question clinique et qu'est-ce qui est rentable? Parce qu'avoir de meilleures images n'est pas nécessairement la réponse. Une fois qu'on a choisi sa technique, on a une variété d'outils qu'on peut utiliser, l'IOD 131, IDAN 123, Tech for Technitate, System-B, et des agents PET, FDGF, DOPA, IDAN 124, et des agents gallium. Donc, on a un armamentarium, on a des outils avec SPECT. On peut utiliser l'IOD 123 qui a une meilleure résolution spatiale que l'IOD 131. Il a un meilleur profil de radiation exposure, mais il coûte plus cher et il a une half-life de 13 heures, donc très difficile à distribuer. L'Actrioscan qui va nous permettre de détecter les récepteurs à somatostatin. Et Tech for Technitate Scans aussi, qui n'est pas utilisé dans la clinique pour différentes raisons. Si on regarde PET scans, on a différents traceurs aussi qu'on peut utiliser, le F18FDG, F18TFB qui est un nouvel produit radiopharmaceutique, F18F-DOPA, Gallium-68 Dotaline et bien sûr l'IDAN NIOD 124. Donc si on parle de SPECT-CT, on peut parler de fusion imaging versus true hybrid imaging, c'est l'imagerie de fusion. On peut prendre deux images d'un CAT scan et une image de médecine nucléaire, même qui sont pas faites sur le même scanner hybride, et les fusionner et utiliser aussi un scanner pour construire attenuation correction maps, même s'ils n'ont pas été faits sur le même scanner. Faire side-to-side correlation, la corrélation côte à côte. Les techniques pour la fusion d'imagerie sont nécessaires, même si on n'a pas une caméra hybride. Il y a aussi des commercial investigation quantitative and dosimetry software, donc des logiciels de quantitation et de dosimétrie qui sont disponibles commercial et aussi dans le domaine de la recherche. SPECT-CT, c'est un outil plus spécifique, plus sensible, permet de caractériser les lésions d'une meilleure façon, détecter les lésions bénignes et les différencier des lésions malignes. Ça nous permet d'éviter
de sous-traiter ou de surtraiter certains patients. On peut changer la stratification du risque, on peut avoir un pronostic, on peut moduler le traitement, c'est one-stop shop, donc on peut tout faire. On peut diminuer le nombre de patients qui vont avoir un CT scan ou une RM pour une lésion qui a été vue sur une imagerie de médecine nucléaire. Donc, si on regardait l'effet de post-therapy SPECT-CT hybrid imaging sur la stratification staging de differentiated thyroid cancers, on peut voir qu'il y a un impact où il y a une supériorité par rapport aux images planar ou les static images. On peut différencier des lésions bénignes des lésions malignes. On peut aussi changer le risque. Le groupe du risque qui a été identifié pour l'American Thyroid Association. Dans ce groupe, on a déclassifié certains de ces patients de high risk à risque intermédiaire grâce au SPECT-CT et la majorité ont été déclassifiés. Parce qu'on a détecté des lésions qui étaient location bénigne rather than a malignant location. Mais le SPECT-CT, il a plusieurs bénéfices. Il améliore la localisation des lésions, la caractérisation des lésions, clarifie des lésions qui sont equivocal uptake. Il a une meilleure sensibilité, une meilleure spécificité que l'imagerie traditionnelle planar. Il améliore inter-observer agreement, il améliore le staging, nous permet de faire de la médecine personnalisée avec la dosimétrie et aussi diminue le fait d'utiliser d'autres imageries. SPECT-CT prend une image de SPECT, il y a une atténuation des photons, il y a un scatter, photon scatter, il y a limited detection efficiency du scanner SPECT, limited spatial resolution, donc il y a une résolution spatiale qui est limitée. Il y a aussi motion avec spectral data. Le low dose CT non seulement nous permet de voir l'anatomie, mais aussi de créer des MuMap pour corriger l'atténuation, faire scatter correction, aussi partial volume correction ou modification de l'effet volume partiel, et aussi de faire motion correction. C'est un cas d'un patient qui avait un focus, fixation au niveau du cou, et l'on penserait que c'est peut-être un nodule pathologique, mais le SPECT-CT montre que c'est au niveau de trachéoesophageoplastie. C'est une transformation chez les patients qui ont une trachéostomie pour qu'ils puissent parler et créer une communication entre l'œsophage et la trachée, et aussi une métastase au niveau de la chest wall. Voir aussi qu'on aurait tendance sur l'imagerie planar de penser que ça c'est une contamination au niveau de l'œil ou sécrétion physiologique des glandes lacrymales. SPECT-CT est capable d'identifier cette lésion avec des changements vraiment infimes au niveau de l'imagerie CT scan. Il faut que ça c'est un autre patient où il y avait une lésion à vide ici en iode qui est très petite et peut aussi dire comme quoi c'est peut-être physiologique, c'est peut-être la perspiration ou la transpiration du patient, parce que l'iode est sécrété par l'estomac, les glandes salivaires aussi par la perspiration, mais le Fuse SPECT-CT montre que c'est une lésion au niveau de la cage thoracique et on peut la traiter chirurgicalement maintenant qu'on sait exactement où qu'elle est. Pardon. Donc, il y a d'autres endroits où on peut aussi voir unusual uptake of on-hybrid imaging. Donc, ici, il y a une lésion au niveau du muscle, paraspinal muscle, et ceci sur un PET scan avec FDG, qui n'est pas vraiment visible sur un scanner à l'iode.
Donc il y a certains patients qui n'ont pas nécessairement toutes les lésions ne fixent pas l'iode. Il y a certaines lésions qui fixent l'iode et d'autres qui ne fixent pas. Cette hétérogénéité chez le même patient a un effet pronostic aussi. Ici, on voit aussi que SPECT-CT est capable d'identifier exactement la lésion au niveau du foie, même si elle n'est pas visible anatomiquement. Et cela permettra au chirurgien de resect this tumor avec plus de précision. On a parlé aussi comme quoi les changements au niveau anatomique ou morphologique ne sont des fois pas évidents. Par contre, au niveau fonctionnel, on voit qu'il y a une métastase au niveau du sacrum et ça nous permet de personnaliser le traitement et d'utiliser des traitements locaux chez ce patient. Aussi, chez ce patient, on voit une fixation de l'iode au niveau de l'épaule, mais c'est très difficile de savoir exactement ce qu'elle est. Est-ce que c'est de la contamination ou est-ce que c'est une vraie lésion? Est-ce qu'elle est au niveau musculaire, au niveau des os? Et SPECT-CT est capable d'identifier ça avec grande précision. Il y a aussi certains paramètres de fixation bénins, par exemple au niveau des ovaires, où il y a des cystes fonctionnels qui peuvent prendre l'iode. Et l'on penserait que ceci est malin. On traiterait ce patient avec l'iode radioactif et c'est un patient qui ne devrait pas être traité. Certains auteurs ont essayé d'utiliser TEC per technetate scanning pour la stadification de ces patients qui ont differentiated thyroid cancers et ont trouvé que la sensibilité et la spécificité étaient assez élevées, mais la sensibilité était très basse comparée à l'iode. La raison que les gens essaient d'utiliser TEC per technetate scan, c'est parce que c'est pas cher, c'est facile à faire, mais il faut dire que dans cette étude, il y a seulement 17 ou 18 patients qui ont reçu une technique optimisée, c'est-à-dire qu'ils ont reçu un SPECT-CT qui va augmenter la sensibilité du scan. C'est un patient où on voit qu'il y a eu un changement dans la prise en charge. On voit diffuse bulky bilateral neck lymph node, donc on a des ganglions au niveau du cou, du compartiment latéral du cou des deux côtés. Et on en a parlé comme quoi l'iode radioactif n'est pas très efficace si le volume des ganglions est au-dessus de 1 cm. For lymph nodes that are bigger than 1 cm. Donc la chirurgie sera un traitement qui permettra à ce patient d'avoir le meilleur pronostic long terme. Et ce patient a été envoyé pour avoir une dissection du cou bilatérale. On voit aussi sur un iodine whole body scan, on voit lésion qui fixe l'iode au niveau de la tête, comme on peut dire. Et l'iode, on voit ça souvent aussi chez les gens qui transpirent de leurs cheveux. Donc, des fois, on pense que ça peut être physiologique ou une contamination. SPECT-CT ici montrait que c'est une lésion au niveau de l'os, ce qui a augmenté la stadification du patient and upgraded the patient to a higher stage. Il faut aussi un patient où il y a une fixation de l'iode au niveau du compartiment central du cou et on penserait que tout ça c'est des ganglions. Par contre, SPECT-CT a montré comme quoi c'est thyroglossal duct remnant qui est une variante physiologique et il n'y a ni ganglion ni rien du tout et conservative treatment, ce patient n'a pas été traité. Si on passe au PET scan, on a parlé de FDG. Le FDG rentre dans la cellule à travers les GLUTs, les glucose transporters. Donc, toutes les tumeurs upregulated, ils augmentent leur transporteur de GLUT et l'activité de leur enzyme hexokinase. Le FDG a été découvert dans les années 70 par des compagnies pharmaceutiques. C'est dioxyglucose, donc il y a l'oxygène qui a été enlevé
la position 2 du glucose. Donc, c'était un élément toxique. Les gens pensaient qu'on pouvait le donner aux patients cancéreux. Mais le problème, c'est que la toxicité du produit était non seulement pour les tissus cancéreux, mais pour le tissu normal. Donc, comme on en a parlé, le standard ou la norme, c'est que le FDG PET est le standard of care ou la norme pour l'imagerie des cancers différentiels de la thyroïde qui ont des scans à l'iode négatifs avec élévation de leur thyroglobuline. On voit un patient ici qui a un scan à l'iode qui est complètement négatif, mais qui a une thyroglobuline qui est elevated, high thyroglobulin, et qui a sur son FDG PET des métastases au niveau du pancréas et aussi rénal. C'est un autre patient qui avait un scan à l'iode, whole body scan that was negative, thyroglobulin qui était élevé et qui avait un nodule musculaire qui était visible sur le FDG PET-CT. Cette localisation précise permet un traitement qui est personnalisé. Ce patient n'est pas éligible pour l'iode radioactif comme traitement, mais peut avoir un traitement chirurgical de cette lésion une fois qu'on sait exactement où ce qu'elle est. Donc, plusieurs auteurs, comme on en a déjà parlé, ont parlé de la valeur prédictive du pronostic du FDG PET-CT. L'FDG a été corrélé avec Ki-67, qui est un marqueur histologique de prolifération et d'agressivité des tumeurs. Et plus l'avidité ou la fixation en FDG est élevée, plus la tumeur est agressive. Il faut aussi essayer de bénéficier d'une amélioration dans l'instrumentation et dans les logiciels de reconstruction d'imagerie. C'est que le PET est supérieur au SPECT de par the hardware and the software. Dr. Zaidi a parlé ce matin des reconstructions d'imagerie time of flight, non-time of flight. Et à travers ces 10 dernières années, il y a eu des avancées énormes dans l'instrumentation et aussi dans les logiciels de reconstruction. Et on est capable de détecter des lésions qui sont de plus en plus petites, ici même des lésions pulmonaires de 4 mm, avec BPL qui est Bayesian Penalized Likelihood Reconstruction Algorithms. Vous voyez ici aussi l'amélioration des algorithmes de reconstruction de l'imagerie, où on est capable de détecter des nodules pulmonaires qui sont extrêmement petits, 5 mm, 4 mm, et qu'on voit le changement en SUV à travers ces différentes reconstructions, 3D, time of flight et penalized likelihood, qui est l'une des dernières techniques en reconstruction. Si on voit de nouveaux agents qui ciblent le sodium iodide symporter, qui est le symporter qui fait rentrer l'iode à travers la cellule. Ici, c'est une comparaison entre l'iode 123 SPECT-CT et F18 TBF4 PET-CT. On voit qu'il y a une bonne corrélation, il y a une meilleure résolution spatiale avec l'agent fluorinated. Il y a aussi une comparaison entre l'iode 124 et ce nouvel agent F18 TFB. Il y a une meilleure résolution spatiale et temporelle que même l'iode 124. La production d'iode 124 est aussi assez onéreuse. Je vais essayer d'aller les gens plus rapidement. Si on essaie de regarder la biologie des tumeurs de la thyroïde, l'agent principal de l'absorption de l'iode, c'est le sodium iodide symporter. Je crois qu'on est à court de temps, donc je vais essayer d'aller extrêmement rapidement. Sodium iodide symporters et le TSH receptor qui ont une relation intime. On utilise Thyrogen pour augmenter l'expression des TSH receptors, ce qui va augmenter l'avidité des cellules thyroïdiennes à l'iode. Il va aussi augmenter l'expression des sodium iodide symporters qui vont être upregulated. On peut diviser les cancers en iodine-avid tumors, les tumeurs qui sont avides en iode,
et celles qui sont poorly iodine avid et celles qui ne sont pas avides à l'iode. Et pour les tumeurs qui ne sont pas avides à l'iode, il faut utiliser d'autres techniques d'imagerie, comme ici Hürthle cell carcinoma, qui est non-iodine avid. Ici, on voit des lésions avec l'Octreoscan SPECT-CT. On est capable d'identifier et de localiser ces deux lésions, la scapula on the left side et the right ischium. On voit aussi qu'un FDG PET scan qui a été réalisé chez ce même patient montre qu'il y a une lésion rénale, FDG avid renal lesion, qui n'était pas visible sur l'Octreoscan à cause de la biodistribution de Octreoscan. On voit qu'il y a une réponse to localized treatment. Ce patient a eu ce qu'on appelle cryoablation, qui est une ablation avec cryo, qui est de l'énergie froide. Mais il y a systemic progression, il y a quand même une progression de la maladie au niveau systémique qu'on voit ici sur le FDG PET scan. D'accord. Ici, on voit aussi un bone scan. Je vais aller directement à la dernière. Je parlais de l'hétérogénéité entre les lésions. Chez le même patient, on peut utiliser différents traceurs. Il faut utiliser des fois différents traceurs pour pouvoir traiter le patient complètement. Beyond lesion detection, on voit que la stratification du risque est permise avec les techniques nouvelles de PET-CT et SPECT-CT. Ça permet d'adapter les stratégies thérapeutiques, la surveillance et le pronostic. La précision est nécessaire. Mais au-delà de la classification ETA, il y a un risque personnel au patient d'avoir des lésions qui ne sont pas vides à l'iode, il y a un risk of disease recurring, il y a un risque des traitements, il y a un risque de la chirurgie et un risque des thérapies systémiques aussi. Au-delà du risque, stratification du risque statique, il y a Dynamic Risk Stratification qui inclut aussi l'évaluation de la réponse à la thérapie. Et Dr Zerdud a montré ça, comme quoi Dynamic Risk Stratification, quand on voit la réponse à la thérapie qui est évaluée par l'imagerie hybride, on voit qu'on change le groupe dans lequel le patient se situe. Je vais terminer avec Personalized Medicine, je vais essayer d'y aller assez rapidement. Personalized Medicine, où on essaye de personnaliser la thérapie et le diagnostic chez le patient, que ce soit en utilisant plusieurs modalités, plusieurs traceurs, en utilisant des stratifications du risque dynamique, on voit que l'information structurelle est l'information la plus puissante pour regarder le pronostic du patient, la survie, survival, mortality, comparé aux patients qui ont seulement une réponse biochimique. On a aussi parlé de redifferentiation, donc il y a des tumeurs qui perdent leur sodium iodide importers, qui deviennent différenciés et qui ne fixent plus l'iode. L'utilisation de tyrosine kinase inhibitors comme sulimatinib a permis de changer ça. Ça, c'est un scanner à l'iode avant et après. Ça permet de pouvoir sélectionner les patients qui peuvent être traités avec tyrosine kinase inhibitors. Dosimetry aussi. Dosimetry traditionnellement a été utilisée sur lesion-based, imaging-based. On peut faire la dosimétrie à travers des bilans sanguins, aussi pour diminuer la toxicité pulmonaire et aussi de la moelle osseuse. L'imagerie hybride nous permet, à travers différents paramètres quantitatifs,
d'évaluer exactement la dose qu'on va donner à la tumeur et d'épargner une dose, une exposure to normal tissue normal. Dernière chose, on va parler de la quantitation. On en a parlé beaucoup avec PET, mais avec les nouvelles caméras qui sont sur le marché, on peut faire de la quantitation même avec SPECT. On peut avoir des SUV et les utiliser pour stratifier le risque du patient, son pronostic et aussi pour évaluer la réponse au traitement. Donc, quantitation, quantification routier care paths, contribution to a more precise, donc on améliore la précision du diagnostic. Il y a une valeur dans la prise en charge du patient, dans la stratification du risque, dans therapy response, precision and personalized medicine. Donc, il faut essayer de se concentrer sur la qualité, la biologie des tumeurs, utiliser quelle technique qui est optimisée pour le patient, garder une perspective pour utiliser différents traceurs chez le même patient, parce qu'on peut manquer certaines lésions. Donc, comme j'ai dit, la clarité, clarity in the image, clarity in the indication, clarity in the tools. Il y a de nouveaux traceurs. Il faut optimiser la technique, optimiser the report. C'est la clarité en médecine nucléaire. Il y a de nouveaux traceurs, nouvelles techniques. Il faut utiliser quantitation. You have to use newer tracers, newer technique, quantitation, dosimetry, and expert opinion for sure. Summary pre-diagnosis workup, post-diagnostic evaluation techniques chosen. You need to look at the tumor subtype that you're imaging, the biology that you're looking at, beyond lesion detection, as well as personalized medicine, including quantitation and dosimetry. En résumé, hybrid imaging offers a great value, has a major role at different levels of the patient care. SPECT-CT and PET-CT provide state-of-the-art care. Hybrid SPECT-CT machines are superior to hybrid fusion imaging. Donc, je vais terminer avec ça. Médecine nucléaire, nuclear medicine, molecular imaging, PET versus SPECT. Choisissez votre technique. Regardez physiology versus pathophysiology. What radio tracers are you using? What molecular targets are you targeting? Beyond lesion detection, look at dynamic risk stratification, prognosis, look at innovative concepts. This is the nuclear medicine for sure. Yes.